Bonjour, bienvenue à vos 10 minutes juridiques avec les cabinets d'avocats Landau associé par VK. On va parler d'accord 4 dans quelques secondes, mais tout de suite, les brèves de la semaine. Première information, le 26 octobre, la Première ministre a listé toute une série de mesures du gouvernement après les émeutes de l'été 2023 à destination des maires. Il y a beaucoup de choses. Allez, je vous ai mis, regardez là, je vous ai mis toute une petite liste. On va retenir quelques éléments. La possibilité pour les polices municipales, volontaires, sur décision du maire, d'accomplir certains actes de police judiciaire, sous le contrôle des parquets, bien sûr. Toute une série de mesures visant à responsabiliser les parents, y compris avec des travaux d'intérêt général, etc. Et en termes d'indemnisation. Un volet important sur tout ce qui est drogue, automaticité plus grande, des paiements d'amende, etc. Les CAF vont donner aux communes les moyens nécessaires pour étendre les horaires d'accueil en centre de loisirs matin et soir, de renforcement de la médiation sociale, des EPID, des services nationaux universels, ok, très bien, et déploiement de la déjà célèbre, mais encore un peu mystérieuse, force d'action républicaine, qui vise à concentrer dans un quartier tous les efforts de l'État pendant un certain temps, avec une expérimentation qui va être lancée à Besançon, Valence et Maubeuge. En matière d'environnement, le Conseil constitutionnel a validé le centre d'enfouissement de Bure pour les déchets radioactifs. Mais à cette occasion-là, il a posé un principe nouveau, tiré évidemment de la Charte de l'environnement. Il a dit que quand un législateur va prendre des mesures qui sont susceptibles de porter une atteinte grave et durable à un environnement, équilibré, respectueux de la santé, ok, très bien. Donc si le législateur doit agir avec un impact grave et durable potentiellement sur l'environnement, parmi le cadrage qui s'imposera à lui, il y a l'obligation pour ce législateur d'intégrer les besoins et les libres choix, un, des générations futures, et deux, des autres peuples. Et puis bon, ça faisait longtemps qu'on l'attendait. Un arrêté a été pris pour toiletter toute une série de mesures sur les installations de stockage des déchets non dangereux. Pour les énergies renouvelables, décision du Conseil constitutionnel aussi pour censurer un régime de la loi de finances rectificative sur les questions de complément de rémunération pour les énergies renouvelables. C'est pas illégal en soi, mais le législateur a lâchement renvoyé un arrêté, il n'avait pas le droit, c'était méconnaître sa compétence. Également un rapport sur un sujet important, mais encore débattu, qui est le recours aux eaux non conventionnelles. Vous savez, c'est les eaux de pluie, les eaux de stations d'épuration, pour lesquelles il y a eu un décret l'été dernier, de nouveau, les eaux d'exor, etc. Pour faciliter le recours aux eaux non conventionnelles, ce qui est prévu par le grand plan eau du président de la République, eh bien, voir ce rapport fait conjointement par 3 inspections générales. La CEDH, de son côté, nous dit que une gestion trop catastrophique des déchets peut violer l'article 8 de la CEDH. Alors, une gestion trop catastrophique des déchets, en l'occurrence dans la région, vous le savez, de la Campanie, autour de Naples. Que ça soit pas bien, certes, que ça viole les droits humains de l'article 8 de la CEDH, ça peut être discuté quand même. Le Conseil d'État, de son côté, a validé l'arrêté ministériel de 2021 sur la règle d'entretien et de vidange des plans d'eau. C'est la fin de beaucoup de dérogations qui bénéficiaient à la pisciculture. L'arrêté est validé, mais à cette occasion-là, le Conseil d'État a apporté plein de précisions très importantes. Et puis surtout, très importante est la loi relative à l'industrie verte. Alors là, il y a énormément de choses, sur les procédures environnementales, sur la commande publique important, avec des nouveaux motifs d'exclusion de marché public, sur des temps d'extension des SPASER à l'État, des critères environnementaux à prendre pour les marchés publics dès juillet 2024 au lieu d'août 2026 pour un certain nombre de produits clés de la décarbonation, des aspects urbanistiques également, beaucoup de choses. Urbanisme, toujours, lancement géo de l'expérimentation permettant dans certains territoires une autorité compétente pour délivrer l'autorisation urbanisme, c'est moi qui vais délivrer l'autorisation d'exploitation commerciale. Très bien. Oui, sauf que le régime qui a été bâti par le décret du 23 octobre 2023 est très lourd. Une mise en compatibilité, certes simplifiée, des PLU et des SCOT, consultation des communes, consultation des syndicats de SCOT, avis conforme de la CNAC, enfin bon, pourquoi pas, mais c'est lourd. Le Conseil d'État a rendu un arrêt important qui va être publié en intégrale au recueil Le Bon et ça le vaut bien. Pourquoi? C'est un virement de jurisprudence, mais c'est une extension de la jurisprudence Saint-Herblain. Je m'explique. Rallonger un délai d'instruction, avant, pouvait être en soi un acte attaquable. Aujourd'hui, ce n'est plus un acte attaquable en soi, et le bien fondé ou pas de cette prolongation sera sans incidence sur la légalité d'une décision, par exemple refusant une autorisation. Urbanisme toujours, mais côté argent,
Bah, c'est bien gentil de faire du ZAN, mais comment on le finance? Eh bien, l'Association des maires de France a été plus rapide que l'État en dégainant la première, un certain nombre de propositions sur ce point. Sujet important, vous êtes un très grand nombre à avoir des ralentisseurs au sol qui ne sont pas aux normes. Et parfois on dit: «Ah, pas aux normes parce que le décret de 94 ne s'applique pas». Coussins berlinois, des chaussées traversantes, et cetera. Pop, 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 le Conseil d'État n'a pas totalement clarifié le sujet, mais très clairement, il nous donne un mode d'emploi qui fait que la plupart de ces ouvrages vont bien devoir respecter le décret de 1994 et la norme AFNOR qui va avec, si on suit sur ce point l'interprétation de l'État. Ce n'est pas un détail et en cas d'accident, ça peut conduire à du pénal, voire même sans accident dans certains cas. Plus positif, la DAG de Bercy a mis à jour son guide de 2013, donc 10 ans après, sur la notion de prix dans les marchés publics. C'est très bien fait, c'est riche ou lourd, comme on veut, de 166 pages, beaucoup de choses à y piocher. En matière de personnel, alors un arrêt un peu ancien, mais qui mérite d'être connu pour pouvoir le brandir. On sait tous que la rupture conventionnelle n'est pas un droit pour le fonctionnaire qui la sollicite. Bah, maintenant, on a une jurisprudence pour le dire, et c'est mieux comme ça. Et puis, des gens qui ne sont pas réellement des personnels, ce sont les aumôniers, hors Alsace-Moselle, hein. Pénitentiaires, hospitaliers. Bon, il y a les armées aussi avec un régime légèrement différent, très légèrement. La question, du coup, peut-on encadrer la désignation des aumôniers pénitentiaires ou hospitaliers? Et est-ce qu'on peut, c'était la question posée devant le théâtre de Rennes, décider de les garder alors que l'aumônier national n'en veut plus? En l'occurrence, pour l'islam. La réponse est non. C'est l'aumônier national qui peut proposer et qui peut, entre guillemets, désagréer quelqu'un qui, du coup, devra partir. Et puis les mini-brèves, que voici, et que voilà. Maintenant, passons à notre dossier. Accord cadre, portée limite. Alors, les accords cadres, on peut en dire bien des choses d'un point de vue juridique. J'ai eu le plaisir de faire des articles, des vidéos, seul ou accompagné, à ce propos. Et dans le passé, d'ailleurs, on a interrogé aussi des acheteurs pour avoir leurs conseils, leurs ressentis, leurs points de vigilance. Et j'ai voulu recommencer cet exercice avec un autre acheteur public, Monsieur Zeltberg, que je remercie. Bonjour monsieur. Bonjour maître. Première question, en quoi l'accord cadre est-il un outil utile selon vous? L'accord cadre, c'est la technique d'achat qui permet de présélectionner un ou plusieurs opérateurs économiques en vue de conclure un contrat qui va régir les modalités de passation de commandes sur une période donnée, généralement 4 ans pour les pouvoirs adjudicateurs, 8 ans pour les entités adjudicatrices. C'est la technique d'achat qu'on pourrait dire star, indéniablement adaptée aux exigences modernes des achats des collectivités publiques, toujours plus soumises à des contraintes d'agilité, d'adaptation, pour des fournitures, des services, moins pour les travaux, dont les quantités, le rythme, parfois même la qualité précise, ne peuvent être définis avec précision à l'avance. C'est la technique d'achat qui est en association incontournable avec ce mouvement et cette part importante de la commande publique aujourd'hui, toutes les formes de mutualisation des achats, groupement de commandes, et a fortiori aussi pour les centrales d'achat public, sans l'accord cadre, sans cette technique d'achat, elle ne pourrait même pas fonctionner. Donc l'utilité de l'accord cadre n'est évidemment plus à démontrer. Mais il y a quand même quelques limites. Je crois notamment sur le conseil, les achats de logiciels informatiques, quelques autres, c'est cela? Pour les conseils opérationnels à fournir aux autres acheteurs publics, je crois qu'il faut tenir compte des recommandations de la Cour des comptes sur les accords cadres de prestations intellectuelles de cabinets de conseil, qui sont des recommandations largement transposables à d'autres segments d'achat. Et évidemment, rappeler en premier lieu la base, on le sait, hein, mais c'est la définition préalable des besoins. Si cette définition des besoins est défaillante, si elle est négligée, que l'on pense pouvoir recourir à l'accord cadre, à bon de commande, de manière justement à se dispenser d'avoir à faire, on va dire, une définition précise des besoins, elle conduit à des rendus mal adaptés, donc coûteux pour la collectivité publique, alors que peut-être un accord cadre à marché subséquent, un marché public ordinaire, à prix forfaitaire, aurait pu être plus utile selon l'achat considéré.
Bien sûr, il faut avoir aussi une attention particulière sur l'estimation financière de votre accord cadre, du budget, des commandes qui seront susceptibles d'être passées dans l'accord cadre, leur mention dans les avis de publicité, les documents de la consultation par souci de transparence, et la détermination du montant maximum, désormais obligatoire, qui doit être fixé de façon raisonnable eu égard, j'allais dire, au secteur auquel on s'adresse. Enfin, il faut aussi questionner l'impact de son choix de la technique d'achat sur la concurrence. L'accord cadre va avoir la conséquence de créer une forme d'exclusivité. En tout cas, c'est ce que l'on admet traditionnellement. Le titulaire ou les titulaires vont être, j'allais dire, des fournisseurs exclusifs de l'acheteur public sur une période donnée. Il faut, s'interroger sur la portée de cette exclusivité. On sait qu'on peut y déroger, fixer un cadre et des limites de manière peut-être à stimuler la concurrence au-delà de l'accord cadre et de ses titulaires sur le segment d'achat considéré. Et je crois que vous avez également quelques conseils opérationnels à nous fournir. L'usage irréfléchi de l'accord cadre peut en effet conduire à des effets néfastes. D'abord, j'aime à le rappeler, il y a des dispositions dans le Code de la commande publique qui incitent les acheteurs publics à se poser la question de savoir si l'accord cadre, le recours à l'accord cadre est abusif ou susceptible de fausser, de restreindre la concurrence. C'est l'article R2162-1 du Code de la commande publique. Je crois que rares sont les acheteurs publics qui se posent la question de savoir si ces dispositions sont respectées au moment de choisir la technique d'achat de l'accord cadre. Pourtant, l'usage tous azimuts de l'accord cadre peut véritablement avoir des effets néfastes, à la fois sur, j'allais dire de façon frontale, sur la chaîne de maîtrise de ces achats, et puis de façon moins perceptible sur la concurrence, moins perceptible du côté de l'acheteur public. Par exemple, on peut prendre évidemment, et c'est repris également par la Cour des comptes dans son rapport de juillet 2023, les accords cadres de prestations intellectuelles des cabinets de conseil qui ont été largement déployés au sein des administrations de l'État et qui ont fait l'objet de critiques, de dérives, en particulier sur la définition du besoin, le contrôle des livrables et la maîtrise des coûts. Dans une moindre mesure, mais certainement aussi de façon notable, les centrales d'achat public, toutes les centrales d'achat public proposent aujourd'hui un accord cadre multi-éditeur qui permet aux clients publics de s'approvisionner en licence de logiciels informatiques assez communs ou moins communs par l'intermédiaire d'un titulaire de l'accord cadre chargé, j'allais dire, d'acheter, de revendre les licences administratives et qui permet aussi, sous la forme d'un montage assez judicieux, il faut bien le dire, une acquisition rapide de solutions logicielles. C'est bien que les achats informatiques sont assez complexes. Néanmoins, c'est un montage qui conduit à des échanges, à des discussions, à des négociations qui se passent hors de l'accord cadre, qui se passent hors du champ même de la commande publique, une zone qu'on pourrait dire péri-commande publique, et dans une certaine mesure peuvent tout à fait questionner, bien fondé en droit, de cet accord cadre au regard de ces accords cadres au regard de l'article R2162-1 du Code de la commande publique. Alors je crois que tout ceci n'est qu'un avant-goût de ce que vous allez voir avec nous au Grand Forum des marchés publics de Community. Voici ici les références. En tout cas, merci beaucoup. Au revoir, maître. Et puis, merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques, parlant d'associés pour VK. Pensez vous abonner. Merci, au revoir.